Improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à Catégorie libre. Je pense que c'est ça que c'est. C'est ça, Catégorie libre spéciale du temps des fêtes. Au microphone, Michel Albert et avec moi en studio, ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Allô? Nous sommes en direct des studios de CKUM, le 93,5 FM à Moncton, dans le cadre du 24 heures de Noël. Et pour faire changement, au lieu d'avoir une grande vedette de l'improvisation en entrevue, comme c'est notre habitude, nous allons utiliser notre expertise, nos expertises, On est fancy. pour répondre à vos questions à propos de l'improvisation. Puis Michel, on a déjà eu une coupe. Nous en donnons une. Ben, Isabelle Godin sur Facebook nous demande comment est-ce qu'on vit l'expérience de Catégorie libre. C'est quand même une émission qui fait sa deuxième saison cette année. Michel, comment tu vis ça, toi? Comment est-ce que je vis ça? Disons que les gens réalisent pas, mais vraiment, normalement, là, on dit on est en direct, d'habitude, on enregistre pendant les étés, où est-ce qu'on peut avoir plus de nos vedettes, là. Nos invités peuvent venir plus facilement, le studio est bien libre, on a plus de flexibilité d'horaire. Et là, on fait un montage que vous entendez soit à la radio, soit en version podcast, ou même version YouTube, là, qui est le podcast avec des images sur notre canal YouTube de Improvisation Nouveau-Brunswick. Donc, pour nous autres, je trouve l'expérience, c'est beaucoup faire du montage. Ben, pour moi, je trouve ça intéressant parce que moi, je suis dans une tranche d'âge spécifique. Puis, faire ces podcasts ici donne l'occasion de jaser en profondeur avec des personnes que j'ai déjà entendu parler, mais que je connais pas nécessairement. Dans le fond, c'est juste un exercice pour que moi, je rencontre tous les anciens possibles. Ah oui. C'est ça que c'est. Mais il y a aussi, on fait la moitié-moitié. C'est la moitié des anciens, du vieux temps, en tout cas, pré-2005, avant 2005. Préhistoire. Puis l'autre moitié, comme des gens que même les jeunes connaissent, là, qui sont encore impliqués dans le réseau, etc. Absolument. Puis des fois, t'as même pas l'occasion de vraiment parler comme en profondeur au sujet d'un sujet d'impro qui tient à cœur à ces personnes-là. Puis là, t'en parles, tu découvres des nouvelles affaires. Je sais que moi, j'ai eu des révélations pendant des enregistrements, ce que je fais « Wow! J'avais jamais pensé à ça at all! Wow! » Oui, puis là, c'est une façon aussi de mettre notre historique, notre patrimoine est très oral. Parce que de l'impro, c'est éphémère. Hein? Quand tu joues une game, puis c'est disparu à jamais, puis il y en a très peu qui se retrouvent enregistrés. Et donc, quand oui, c'est pas très bon. C'est rarement bon. Et là, c'est la même chose avec notre tradition orale, notre histoire. Notre histoire est orale. C'est du monde qui raconte des histoires parce que c'est tous des raconteurs d'histoires. Et là, ça nous donne la chance d'enregistrer ce patrimoine-là avant qu'on perde des gens parce que nos premiers improvisateurs commencent à être plus vieux et plus à risque de disparition. Puis je parle pas de quelque chose nécessairement très dark, là, mais juste les gens font d'autres choses avec leur vie et là, on a perdu de vue des gens, on perdrait cette histoire orale-là, ou la mémoire aussi. On vient vieux, on perd, on oublie des choses. C'est ça. Puis le plus tu racontes une histoire, le plus tu l'embellis, le plus tu la changes à un moment donné, c'est plus du tout la même affaire. Là. C'est ça. Fait que, pour moi, c'est plus renouer avec des gens que j'ai connus. Pour toi, c'est les rencontrer peut-être. Mm-hmm. Mais d'une façon ou d'une autre, l'expérience pour nous autres est la même expérience qu'on a plusieurs fois par semaine parce que des gens d'impro parlent d'impro. Donc, c'est juste le faire. C'est enregistrer nos conversations oui, après des matchs. Qu'on aurait déjà. On a quelque chose d'autre? On a une autre question? Oh, on a. Élise Amel, elle nous demande deux questions en même temps. Fait qu'on va répondre une question puis on va répondre l'autre. Je suis déjà fatigué. Allez, elle demande, c'est quoi notre catégorie préférée? À regarder, à jouer, à arbitrer? Qu'est-ce qu'on préfère, là? Notre catégorie préférée? Oui. Moi, c'est à la manière... c'est pas à la manière... Oui, c'est à la manière de arbitrer. J'aime beaucoup... Je suis quelqu'un de littéraire, etc. Fait, j'aime beaucoup voir et faire les joueurs explorer des styles littéraires, cinématographiques, etc. Puis amener quelque chose d'inusité à l'impro. Personnellement, je dirais que ma catégorie fétiche comme joueur, c'est peut-être avec accessoires, parce que personne ne l'a réussi très bien. Et moi, j'ai juste trouvé l'astuce. Fait que ça c'en est une qui est le fun à faire, puis je le sais que c'est tout le temps moi qui vais la faire. Oui, c'est vrai. C'est vrai que t'es le go-to guy pour ça, là. Quand ça arrive. Moi, qu'est-ce que j'arbitre? Je pense que avec le temps, c'est devenu la musicale pour une raison très spécifique. C'est parce que moi, j'aime jouer des tours sur des personnes. Fait que j'aime ça, choisir une tune, puis leur donner un thème qui contraste weird avec ça. Puis ça, je pense qu'en général, comme dans n'importe quel thème que j'aime donner,
Tu sais, j'aime donner raconte-moi l'histoire de notre amour, puis là, c'est empêcher le monde de parler. Tu sais, ce genre de comme, crie-moi des paroles sans son. Ce genre de choses-là, j'aime jouer ça, puis je trouve que la musicale, tu peux vraiment jouer avec ça, tu peux vraiment les forcer à faire une impro qui comme sort de la normale parce que la musique allait pas avec leur idée. Ça, je trouve ça le fun. Ouais, mais c'est une combinaison. Un thème n'existe pas sans... Tu sais, la catégorie n'existe pas sans un thème. Donc, tu peux faire quelque chose de vraiment intéressant avec même un thème, même avec une catégorie que normalement t'aimes pas. Oui, c'est ça. Ben, c'est comme, je t'ai déjà vu toi, Michel, donner le même thème dans le même match pour une dramatique puis là, une humoristique. Ouais. J'ai déjà donné le même thème 8 fois de fil. C'est-à-dire, chaque carton de thème avait le même thème, sauf toutes des différentes conditions dessus, autres que ça. Et ça a donné un match qui est intéressant. Ben oui, ça force les joueurs à penser outside the box. C'est ça. Faites pas ça, là, ça a déjà été fait. Ouais, c'est ça, là. Là, vous êtes juste plate si vous le faites, là. C'est ça. Faudrait que je le refasse. À jouer, je suis pas certaine, par exemple. Non? Je veux dire, c'est sûr que j'ai une affinité pour la chanter, mais je suis pas sûre si c'est ma force comme joueur ou si j'ai juste une préférence à regarder le monde comme spectateur la réussir très bien. Parce que c'est sûr qu'une chantée pas très bien réussie est agressante. N'importe quelle catégorie mal réussie. C'est vrai, t'as raison. Mais oui, c'est vrai, t'es bonne là-dedans. Je pense que ça mettrait en valeur les forces de moi qui écoute trop de musicals. So, Ouais. Là, tu peux appeler ça de la recherche. Ah, oui. C'est pas du temps tellement de perdu. recherche. Non, C'est non. pas du temps perdu. J'ai pas passé 93 heures l'année passée à perdre mon temps. Non, non, recherche. Ça, t'as dit qu'Élise avait posé 2 questions Oui. dans le même sens? Parce que là, elle s'est dit, ah non, là, c'est peut-être une question personnelle, puis on veut peut-être des questions plus générales pour ces missions ici. Fait qu'elle demande, c'est quoi la best catégorie? En général, all things considered, laquelle est la plus vraie à l'esprit de l'improvisation? À l'esprit de l'improvisation? Oui. Wow. Difficile, hein? Ben, celle-là, philosophique, celle-là. Moi, j'ai quasiment le goût de dire le musical pareil. Ah oui? Oui, parce que t'es à la merci de la musique. T'es toujours en train de t'ajuster, which que l'impro est. T'es constamment en train d'apporter des nouvelles choses puis réagir à ce que l'autre personnage ajoute. Ça que, tu sais, un troisième personnage rentre puis change complètement la direction où tu vas. Faut que tu t'ajustes à ça. Mais en musical, la musique te force à ça. Si d'un coup ça devient quiet puis triste, ben ça t'affecte. Faut que tu t'ajustes tout de suite. Même comme si, ça je disais tantôt, si je donne une musique super intense puis chose. Sauf que, tu sais, le thème c'est allons faire l'épicerie. Tu sais, faut que tu changes ton histoire pour s'ajuster à ça. C'est juste comme... Ouais. Donc, c'est vraiment symbolique de ce qu'on fait en termes de joueurs quand on est dans l'arène. T'as une meilleure réponse que moi. J'aurais peut-être bien dit comme, ben, ça doit être la libre. Ben, tu sais, la liberté de faire n'importe quoi. Cet élément-là du spectacle. C'est ça que j'aurais dit, mais non, je pense que j'adopte ta réponse. Ah. J'adopte ta réponse. Hey, Francis Thériault nous a envoyé quelque chose. Ah! De l'Ontario, là. Ouf! Hein, il est loin, là. Oui, on a une C'est communauté notre qui est time loin. zone. Donc, lui nous dit on voit souvent l'actualité s'infiltrer dans les impros. C'est pas une question, ça, Francis? Ah, OK. Rien de pire que les matchs durant une campagne électorale. Si on s'inspire de l'actualité, s'inspire-t-on aussi de la culture? Est-ce qu'il y a des éléments culturels ajoutés aux impros qui sont propres aux Acadiens, Québécois, Français, Franco-Ontariens, même Canadiens, Anglais, si nous jouions avec eux? Toutes sortes de choses là-dedans, là, Francis. Parce que d'une part, il est en train de poser la question, quelque part, mettre de l'actualité dans des impros, c'est-tu bon? Parce qu'il dit rien de pire. Je trouve ça difficile. C'est quelque chose qui est difficile à inclure sans filer forcé, je crois. Je trouve que on crée tellement un univers qui est comme dans sa propre espace dans un impro que là, quand on va chercher quelque chose de très spécifique, réaliste à tout de suite, on dirait que ça nous ramène au présent, à de quoi qui se passe vraiment. Tout le reste de l'impro, on dirait mis dans le contexte de tout de suite ou d'un moment spécifique. Ouais. Puis là, on dirait que, je sais pas, il y a quelque chose qui brise. Je veux dire, il y a une différence entre aller chercher des thèmes qui sont présents dans la société tout de suite. Comme, tu sais, si tu dis comme, well, il y a un rise du féminisme, faisons un impro à bord du féminisme. Oui, thématique, là. Thématique, ça marche bien, je pense. Mais quand est-ce que c'est comme, hey, telle référence aux élections, ça file toujours out of place. Il y a quelque chose qui marche pas très bien. Puis c'est difficile à mettre ton doigt dessus pourquoi, mais on dirait que ça me sort tout le temps de l'impro automatiquement. Ouais, il y a quelque chose de... Ben, c'est peut-être... Mais je comprends les joueurs en même temps. Parce que s'ils regardent... Vraiment, quand tu fais de l'impro, c'est un sketch. Donc, les sketchs que tu vois, il y a beaucoup de traditions de sketch
que ce soit Royal Canadian Air Force ou le Bye Bye ou This Hour's 22 Minutes. Saturday Night Live. Oui, qui jouent sur l'actualité, exactement. En plus, il y a toute cette sous-section-là maintenant de shows d'humour qui sont des faux shows de nouvelles. Mhm. Tu sais, c'est rendu gros, là. Tout le monde en fait. Fait que l'actualité puis l'humour, ça va ensemble. Et donc, quand tu viens à faire un sketch improvisé, tu sais, là, c'est un des modèles que tu as vu. Et pourquoi ça marche moins bien? Ça, c'est peut-être ça. Tu sais, il y a quelque chose de bizarre là, à propos de... Je pense que peut-être que l'impro a peut-être une absurdité foncière, là, que le fait que, je sais pas, il y a quelque chose d'absurde, là, du monde habillé en hockey, en train de... Faire semblant que ce sont des cowboys. Oui, sur des chevaux invisibles, puis, tu sais, là, il y a quelque chose d'absurde dans toute l'entreprise. Et là, peut-être que ça nous déconnecte d'une réalité d'actualité. Il y a peut-être aussi que, moi, souvent, sais-tu quoi, je pense que j'ai juste pas vu de bonnes impros d'actualité. Oui. Parce que le monde font de l'actualité, puis ils la font pas bien. Il y a rien de mal à faire de faire ça, mais je trouve qu'on dirait qu'ils maîtrisent mal le sujet. C'est garoché là. Tout le monde n'est pas Jon Stewart, là. Tu sais, là, il y a du monde qui maîtrise pas l'actualité. Peut-être que moi, je maîtrise l'actualité, mais là, je suis avec un joueur qui ne maîtrise pas cet élément d'actualité-là. Donc, tout d'un coup, c'est décousu. Tout d'un coup, c'est plus aussi fin là, qu'une satire politique. Ben, je pense qu'il y a une différence entre explorer quelque chose de spécifique puis l'explorer à fond ou juste faire une référence à quelque chose. Des jokes plates de Trump, là. C'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de références à de l'actualité dans les impros que c'est juste des throwaway gags. C'est pas nécessairement explorons qu'est-ce que ça veut dire si on pousse une politique à fond au point que c'est humoristique. Oui, que je pense que les shows comme This Hour's 22 Minutes, toutes ces choses-là, de Beaverton, ces affaires-là, le poussent dans une place absurde qu'aurait peut-être plus sa place en impro. Ça expose quand même l'élément politique puis l'affaire qu'on est juste on peut-être pas d'accord avec ou qui trouve ridicule. Ouais, jouer ces personnages-là sans nécessairement être ces personnages-là ou, ou vraiment faire l'impro à propos de ça, pas juste toujours référer au mur entre le Mexique. Là, puis, à un moment donné, on a vu un tournoi là, où ça revenait, puis ça revenait, puis ça revenait. Oui, parce que l'affaire avec l'impro, c'est que c'est tout notre brain qui réagit sur n'importe quoi ce qu'on a dans notre cerveau, ça a tendance à sortir. C'est aussi si on est imbibé des élections parce que tout ce qui se passe dans les médias, ben on a ça dans la tête, ça sort dans les impros parce que t'as pas le temps de nécessairement y penser longtemps. Mais là, lui demande aussi, est-ce que c'est des éléments culturels, dans le fond, c'est une sorte de culture, c'est sûr. Et là, donc, est-ce qu'il y a des éléments culturels ajoutés aux impros qui sont propres à peut-être une actualité ou une culture spécifique? Est-ce qu'une impro acadienne, c'est la même chose qu'une impro québécoise? Puis là, il parle pas de style, il parle de qu'est-ce qu'on y amène en termes de culture. Je pense que oui, mais beaucoup du temps sans s'en rendre compte. Je pense que notre vocabulaire, notre façon d'approcher des situations, notre façon d'aller chercher certains éléments plutôt que d'autres, il y a des éléments culturels qui s'infiltrent là-dedans, mais on réalise pas. Comme je trouve que quand on va jouer avec d'autres provinces puis d'autres équipes qui ont vraiment pas une culture similaire à nous autres, c'est plus loin que juste tu sais, ils ont fait référence à une chanson québécoise que nous autres, on n'aurait peut-être pas faite. Ouais. Il y a de ça aussi. Là. Il y a de ça aussi, certainement, tu sais, là. Puis nous autres aussi, là, tu sais, on peut se retrouver avec des Hey Babies dans des chansons, dans des impros, ce qu'on veut, là, tu sais. Ouais. Mais je pense que c'est juste à cause que c'est tellement dans qui ce qu'on est, ça ressort dans les petites choses, dans les choix de mots, dans les décisions, parce que c'est ça que des impros, c'est juste une série de décisions. Je pense que culturellement, quand on a comme je vais pas dire une personnalité, là, mais on a comme une approche similaire comme culture, ça nous affecte dans la façon qu'on fait ça. Mais pour marier ces deux idées qui étaient dans sa même question, je dirais qu'il y a un danger par rapport à comme faire de l'actualité en particulier, quand ce que tu joues dans une arène multiprovinciale ou multinationale, parce qu'on va le voir, là, les Jeux de la francophonie canadienne ont évidemment un volet impro cet été. Toutes les provinces participent ou peuvent participer, et les territoires. On verra qui va vraiment venir, qui aura des équipes, mais là, il y a du monde de partout, du Canada. Et en 2021, il y a un volet d'improvisation, pour la première fois, en démonstration, aux Jeux de la francophonie internationale, où on va être aussi impliqué en tant qu'impro-NB. Mais là, on va avoir la chance de voir, et peut-être d'ajouter une sorte de flexibilité à tout ça, mais de voir de l'improvisation jouée par les pays de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, et de l'Amérique. Donc, qu'est-ce que ça va être? Et là, si les gens font des référents culturels puis des référents d'actualité... Là, ça va avoir la misère. Là, on se comprendra plus. Ça, je pense qu'il faut, en tant que joueur, réaliser que notre public et notre... soit le public ou soit les joueurs avec qui on joue, les arbitres qui sont nos officiels, qui vont pas comprendre si tu
tu lâches quelque chose à propos d'un politicien. Comme moi, si tu me nommes un politicien québécois, là, Mhm. je En général. comprendrais pas la référence. Il faudra que je m'adapte, là, mais je comprendrais pas cette référence-là. Pour moi, ça sera pas drôle ni quelque chose à s'accrocher ou Ben, je souvent, saurais pas. ça que moi je vois dans les tournois, c'est nommer petite ville québécoise, que moi j'ai aucune idée, mais je Ouais, présume que ça doit être un trou, c'est doit être pour ouais. ça C'est qu'il... drôle parce que c'est un trou. C'est ça, là, tu On sais, a là. utilisé, ici, on aurait utilisé Cotter Road. C'est ça, là, tu sais. Salut tout le monde de Cotter Road. Il Allô? n'y a rien de mal avec votre patelin. Envoyez-nous des Non, hashtags. oui, c'est ça. catégorie libre. Hashtag catégorie libre pour vous plaindre que je me suis moqué de Cotter Road, mais c'est un exemple. Là, j'aurais pu prendre n'importe quoi. N'importe quelle Moulin ville au Morneau. Nouveau-Brunswick. N'importe quoi. Fait que, Non, mais juste tout le monde à dos, pas... c'est ça. Je vois région par région, hein, les gens de Chimagoué. Ça fait que c'est un peu de même. Tu comprends que c'est ça que c'est supposé d'être, mais si tu vas trop spécifique, c'est pas une actualité que tout le monde connaît. Ça peut être, je sais même pas de quoi tu parles. Puis on le voit, là, on le voit même dans la province où ce que une équipe d'Edmundston ne comprendra pas les jokes locales du Sud-Est. C'est normal. Absolument. C'est normal. Ben, je trouve ça intéressant. Tu parles des jeux internationaux, puis il y a différents pays, il y a différentes approches à du storytelling. Puis il y a beaucoup de différences selon ce qui est drôle aussi pour eux. Tu sais, comme il y Oui. a beaucoup de pays que rire de quelqu'un d'autre, ça c'est drôle. Il y a beaucoup d'autres pays que rire de soi-même, ça c'est plus drôle. Tu sais, là, du monde qui ont plus une culture de conte, raconter des histoires avec des images, puis Ouais. des genres de choses de même. On avait eu un moment percutant comme ça avec. Il y avait un bouncer à l'Osmose dans le temps, avec qui on était tous très amis, Aziz. Et Aziz, il était tout le temps là, puis il était ami avec plein de monde de l'impro. Puis il y avait un soir là, où lui et ses amis, tous africains de l'Ouest, là, étaient à l'Osmose aussi, puis ils jasaient, puis ils parlaient fort, puis il y a du monde qui est allé leur demander pouvez-vous baisser le ton, puis tout ça. Puis là, plus tard, tu sais, c'était comme comment Aziz, on est chum, là, pourquoi tu parles pendant notre spectacle? C'est déjà difficile dans C'est l'acoustique ça, là, ouais. de l'Osmose. Fait que un autre soir, on a accosté Aziz, puis on lui a dit hey, c'est quoi, comme, pourquoi est-ce que vous trouvez pas ça intéressant? Comme vous trouvez juste pas ça intéressant? Puis c'est comme, puis il pouvait pas accrocher. Puis là, on a comme discuté de l'humour africain, ou du moins de son coin à lui, à voir si c'était comme qu'est-ce qui était la différence. Puis ici, on a au Canada français, puis peut-être même dans l'Occident, il y a l'idée de punch. Tu fais une joke, tu as une construction, tu as une montée, puis là, boum, il y a une joke. Tu sais, il y a des punch. Puis en tant que spectacle d'humour, ce qui n'est pas la seule chose que c'est l'improvisation, mais c'est une grosse partie, c'est ça. Il y avait cet élément-là, là, que des affaires de punch. Mais lui, eux autres, dans leur humour, n'avaient pas ça. C'était pas axé sur ça. C'était axé sur ce que tu disais, là, raconter, puis avoir des personnages intéressants, puis loufoques, en dedans du racontage. C'était le raconter, pas la fin, mais se rendre, qui était drôle. Puis là, c'était dur à cerner, là, en termes, tu es en train de parler de deux réalités. Mais moi, j'ai hâte au jeu de la francophonie internationale parce que j'ai hâte de voir comment d'autres cultures vont adapter le jeu qui est plutôt occidental en termes de présentation dans le moment. Ça, j'ai hâte. C'est super excitant. Moi, j'ai hâte de voir, puis j'ai hâte de vivre le clash aussi. Je sais que ça sonne comme horrible, mais c'est voir ce mélange-là, voir comment ça marche, comment est-ce qu'on s'ajuste, comment est-ce que le monde deal avec « Wow, ton style est tellement différent, ton approche est tellement différente que faut qu'on se mélange d'une façon ou d'une autre pour faire de quoi. » Ah ouais, ça va être incroyable. Question de Yves Doucette. Connais pas. Ah, non. Ancien invité. Qui c'est ça? Ancien invité, saison 1. Allez écouter l'épisode de Yves Doucette, là. Puis il demande une question, actually, qui a rapport un petit peu avec le sujet de son épisode à lui. Il demande comment devrait-on gérer la qualité de la langue dans les ligues d'improvisation scolaire? Moi, j'ai une opinion par rapport à ça. Vas-y. Moi, dans mon point de vue, on devrait pas la gérer. Dans le sens que, obviously, on peut pas nécessairement encourager le monde de jurer à tout bout de champ, puis, tu sais, là, du contenu comme pas acceptable. Mais je pense que trop souvent, l'improvisation se fait donner comme but d'être l'affaire qui améliore la qualité de langue des autres. Puis c'est vrai que ça fait ça. C'est une activité qui est en français, qui en plus d'être en français, te force à parler, qui est rare pour la majorité des disciplines. Tu sais, t'es assis là où tu joues un sport, puis tu communiques très peu, là, tu sais. Mais je pense que mettre trop de pression sur la discipline pour que ça améliore la langue des jeunes, ça enlève de ce qu'est l'improvisation. Comme ça nuit à l'improvisation faire ça, parce que beaucoup de jeunes vont geler, parce que leur qualité de langue affecte leur rapidité d'esprit, change la façon qu'ils approchent le jeu, puis je sais pas, ça les bloque.
Puis ça, c'est pas bon. Parce que déjà que c'est en train de leur donner une expérience positive en français, ça, c'est quelque chose de spécial juste là. C'est amusant, c'est le fun, ils rencontrent d'autres jeunes depuis partout dans la province. Ça, c'est quelque chose de spécial en soi. Puis il faudrait pas nécessairement mettre trop de responsabilités sur l'impro de fixer la langue de tout le monde. Mais c'est sûr que c'est bien comme side effect pour les jeunes que l'impro améliore leur côté linguistique aussi. Ouais, je pense que comme joueur, tu es supposé te donner cette mission-là de pouvoir parler à différents niveaux de langue, mais on peut pas imposer des choses. Je veux dire, c'est de l'expression libre, là. C'est pas du théâtre où tu vas mettre des mots en bouche qui ont été écrits à l'avance. Donc, l'idée c'est juste de donner cette plateforme-là et de laisser laisser le processus arriver, laisser la langue vibrer à travers ce moyen d'expression-là. Puis un joueur qui est vraiment intéressé va apprendre à faire ces différents niveaux-là. Oui, monter les gradins là, pour mieux comprendre les autres, pour mieux faire de différents personnages. Donc. C'est ça, là. Si tu te retrouves dans une à la manière de que tu as besoin d'une voix plus standard, ben tu sais, c'est quelque chose à apprendre autant que n'importe quel autre skill, tu sais. Oui. Elisabeth est revenue pour nous demander pourquoi qu'on fait ça. Ah, veux-tu dire catégorie libre? L'impro. L'impro en général. Oui, l'impro, pas l'émission live. Pourquoi est-ce qu'on fait de l'impro? Parce que maintenant, quelqu'un a fait « Hey Isabelle, tu devrais faire de l'impro. » J'ai fait « Alright. » Oui, les moments où Oui, je comprends. Mais après, c'est comme qu'est-ce qui nous donne le bug? Je pense qu'il y a du monde qui tu sais, on entend souvent ça. Moi, je pourrais jamais faire ça. Ah oui, souvent. Je pourrais jamais faire ça. C'est comme, ouais, tout le monde improvise tout le temps. La réalité, c'est ça. C'est que tout le monde est improvisateur parce que ta vie, elle est pas scriptée. Tu l'as dans toi. Tu es capable de faire ça. Mais se mettre sur une scène puis le faire, puis laisser le monde nous juger. Ça a l'air scary. Oui, c'est pas donné à tout le monde. Puis je pense que vraiment, c'est comme tu vois qu'il y a des gens qui sont issus de clowns de classe, des sortes d'extrovertis qui ont besoin d'attention puis qui migrent vers quelque chose comme ça parce que c'est avoir plus d'attention. Mais il y a aussi beaucoup de monde qui sont introvertis, qui font partie de la communauté puis qui ont trouvé ça comme moyen d'expression parce que c'est une zone sécuritaire. Une fois que tu es dans l'arène puis tu es sur un stage, il y a n'importe quoi qui peut arriver. Tu as le droit de faire n'importe quoi puis de dire n'importe quoi. Puis t'as pas besoin d'être toi-même. Non, puis le jugement, c'est juste le vote du public. C'est ça, là. C'est un jugement sur le produit, mais pas nécessairement sur ta personne. Il faut pas le voir comme ça de toute façon. Et parce que je me suis donné à de la folie, ben là, j'ai le droit de faire n'importe quoi. J'ai le droit de... C'est libérateur. C'est ça, là. Là, le monde rit pas de moi, il rit avec moi. Je pense que c'est un peu ça, en tout cas, l'astuce, là. Mais je pense qu'il y a un certain high avec faire de l'impro, que le monde devient, je sais pas, ça les charge faire ça. Puis on voit ça quand du monde vient démotiver, c'est souvent qu'ils ont perdu ce genre de excitement-là qui vient avec le high risk de faire une impro. Mais comme, souvent le monde vont accrocher à des tournois. Ils vont vivre cette expérience-là. Puis pour eux, c'est comme, je sais pas, vivre la culture d'impro à 100%. Tu sais, tu rencontres du monde de partout qui font tout ça. Vous avez les mêmes genres de feeling par rapport à l'impro. Ça vous apporte les mêmes choses, le monde discute. Puis ça rend le monde vraiment intensément friends. Ouais. So, je crois qu'il y a un élément comme culturel aussi que, je sais pas, ça devient la façon que tu réagis à des affaires. Puis tu craves ce genre de... Ouais. Puis c'est tellement personnel comme activité aussi. C'est pas comme... ben je ne sais pas, là, parce que j'ai pas le background sportif, par exemple. Mais si tu vas jouer dans un tournoi de sport, tu joues contre l'autre équipe. Tu peux développer des rivalités qui sont même peut-être malsaines. Tu sais, là, vu que ça se veut un affrontement. En impro, c'est pas un vrai affrontement parce que tu finis par jouer. Tu es obligé de jouer avec quelqu'un pour gagner le point. Puis oui, tu peux finir par détester du monde. Tu sais, là, il y a des trous de cul dans tout. Mais il y a aussi, genre, j'ai hâte de retourner à un tel tournoi parce que je veux jouer avec cette personne-là. Parce qu'on a une chimie. Souvent. Parce qu'on a une chimie. Tu sais, je sais pas si tu as des chimies avec le joueur de football de l'autre côté, là. Je sais pas si ça marche de même. Mais ça doit pas. Mais parce que tu es en train de donner un spectacle ensemble, puis même si ça se veut une sorte de compétition, tu es vraiment en train de jouer avec quelqu'un, puis là, tu peux te découvrir cet élément chimique-là entre toi et un autre joueur, même qui vient d'ailleurs, puis là, de vouloir rejouer avec cette personne-là parce que vous jouez bien ensemble. Tu sais, c'est drôle parce que t'es contre, mais tu joues bien avec. Fait qu'il y a toute cette affaire-là. Fait, je pense que ou ça peut même être que c'est une personne qui te met au défi. Tu sais, comme si t'es trop à l'aise avec les joueurs de ton équipe, puis ça, puis là, t'as le joueur de l'autre côté et que tu fais comme, oh, ce joueur-là, il va m'avoir, là. Tu sais, ça, c'est un rush, comme si c'est un pleasant rush. Parce que la question de pourquoi qu'on fait ça doit inclure un élément de défi, à mon avis. Moi, je sais que quand je dis aux gens que ça me tente pas de jouer, tu sais, j'étais à un point de ma carrière, en guillemets, que
si je joue pas, ça va pas me tuer, puis des fois, je veux pas jouer. Je veux juste pas. Ça me tente pas. Puis ça me tente vraiment juste s'il y a un défi là. Ça me tente s'il y a quelque chose tu sais, là, que je suis capable de m'amener à un autre niveau ou me faire peur. Mm. Tu sais, si je peux me faire peur, là, on dirait qu'il y a un intérêt. Là, tu sais, si je peux explorer de quoi, mais si j'ai pas vraiment l'envie d'explorer quoi que ce soit, puis comme moi, je vais pas juste aller jouer, ça me tente pas de juste jouer une petite pick-up game de rien, là. Ça vient pas m'accrocher. Ça, faut faut que tu le sentes. Après un bout, tu viens, je sais pas, là, bored. Tu viens là, tu te lasses de faire toujours les mêmes choses. Fait que tu dois constamment. Moi, j'ai changé pas mon style de jeu, mais j'ai changé les choses que je faisais en impro à toutes les X nombre d'années. Juste parce que, comme il y a un temps que je faisais juste, s'il y avait comme une improvisation comparée tout seul, là, c'était tout le temps moi. Fallait que je les fasse. Puis là, à cette heure, je veux plus t'en faire, je veux plus jamais faire ça. T'sais, fait qu'il y a des moments dans ta vie où OK, là, c'est le temps de s'attaquer à la rimée. Mm-hmm. Puis là, tu commences à en faire beaucoup, puis t'essayer dans ces choses-là, puis de devenir bon. Puis là, à un moment donné, tu trouves ça plate. C'est comme si tu l'as dompté. C'est ça. Faut Là, tu t'as donnes besoin la- d'une Ouais. nouvelle créature à... Puis il faut que tu te donnes la chance d'oublier comment la faire pour en revenir. Oui, c'est ça. Puis là, tu sais, là, 5 ans après que t'as arrêté, tu fais comme, oh non, comment Ouais. ça fait une rimée? Oh, Non, je sais plus comment j'étais pourtant bon. Qu'est-ce qui rime avec orange? Ça, là. Cet élément-là. Fait que, le pourquoi est différent pour tout le monde, j'imagine, là, mais il y a un thrill Oui. à être sur un stage, à marcher sur une corde raide, sans filet. C'est là que c'est comme n'importe quelle autre activité, je sais pas. Bon, on a touché un petit peu sur des points de une des questions à Francis, Ah oui? qui a encore envoyé une très longue question. Allô, Francis. Il parle d'un temps où est-ce que les improvisateurs formeraient un groupe beaucoup plus homogène. Fait qu'on aurait eu les mêmes genres de personnes qui seraient impliquées dans une ligue ou dans une équipe ou quelque chose comme ça. Puis lui dit que lui, dans son vécu, c'était des gens beaucoup plus variés. Fait que il y avait des jocks, il y avait des nerds, des clowns de classe, du monde, juste du monde, là, tu sais. Puis il nous demande ce qu'on a remarqué, ce phénomène-là. Puis on a tu. Puis on a tu. Au Nouveau-Brunswick, non, mais je sais pas de quoi tu parles. Ben, peut-être qu'aussi ça réfère à... Parce que moi, j'ai déjà été à la QI avec des... on a joué avec des équipes qui étaient là en totalité comme en maîtrise en art dramatique. Oui, des équipes. C'est ça. Mais pas les nôtres. C'est ça, comme au Nouveau-Brunswick, je pense pas qu'on a un pool assez profond de joueurs, même s'il y a de plus en plus de monde qui joue de l'impro. Tu sais, là, il n'y a pas une profondeur au point où ce que tu pourrais dire, ah, moi, je fais juste une équipe avec des arts dramatiqueux, moi, je fais juste une équipe d'infocom, moi, je fais juste un... Il y a eu des équipes dans le passé, dans l'ICUM, par exemple, qui peut-être il y avait beaucoup qui étaient du même... Non, des licumes où il y avait beaucoup de monde du même bac. Oui. Tu sais, là, il y a une année où il y a beaucoup de monde d'art dramatique. Il y a une année où il y a beaucoup de monde d'infocom, tu sais, là, des communicateurs. Il y a une année qui a... Je sais pas pourquoi, mais il y a comme plus de monde de génie que normal, tu sais. Mais je pense que c'est juste à cause que qui se ressemble s'assemble, là. Comme moi, je suis dans une activité à l'école, par exemple, je suis dans une activité, ben, de tous mes chums veulent venir être dans l'activité. Fait qu'on voit ça, des équipes, tu sais, des équipes dans certaines écoles où qui sont majoritairement des femmes, majoritairement des hommes, puis ont de la difficulté à recruter l'autre sexe. Parce que, justement, c'est une gang de filles, puis les gars veulent pas y aller. C'est une gang de gars, puis les filles veulent pas y aller. Ou ils savent pas comment s'approcher l'un l'autre pour, tu sais, se joindre au comité ou comment aller recruter des gens qui sont pas comme eux dans le comité. Tu vois ça. Mais de là à dire qu'il y a une homogénéité, justement, nous autres, on avait les équipes. Je me souviens qu'il y a du monde qui ont remarqué ça à des coupes universitaires, où ce qu'ils font comme ah, à quoi vous étudiez? Puis là, c'est comme ah, ben, êtes-vous tout en art dramatique? C'est une affaire de même. Oui. Puis là, c'est comme, non, lui, t'es en admin, lui, t'es en foresterie. C'était ma première équipe, là. Il y a quelqu'un en foresterie, c'est admin. Tu sais, là, tout le monde était dans une différente affaire. Puis moi, je pense que ça amène une richesse à ton équipe parce que là, tu peux tirer de plein de différents backgrounds. Puis au Nouveau-Brunswick, t'as les backgrounds là, comme régionaux aussi. Oui. Tu sais, que tu te retrouves, par exemple, à l'Université de Moncton, c'est parfait parce que tu te retrouves avec des gens de partout qui finissent par jouer ensemble, qui sont dans différents bacs, qui viennent de différents endroits. Puis à des tournois comme le Zèbre d'Or qu'on a localement. En plus, tu as différents groupes d'âge qui participent, différents niveaux d'expérience, du monde qui sont maintenant dans des domaines professionnels, puis qui amènent tout ce background-là avec eux autres. Fait que l'hétérogénéité, pour moi, est la clé d'une bonne équipe. Si tout le monde est pareil, tu peux juste faire cette couleur-là. Absolument. Ça te prend le restant. Ben, je pense que ça revient un petit peu à la question à Elise, jusque pourquoi on fait ça. Puis si tout le monde a un différent background, je pense que tout le monde a une différente réponse à ça, tu sais. Si t'es en génie ou si t'es en science ou quelque chose que le monde voit moins le lien direct entre l'impro et ça, tu sais, on peut facilement faire le lien entre l'enseignement avec Infocom, avec Art Drame. On voit facilement comment ça peut être connexe, tu sais. Oui. Mais ça va chercher quelque chose pour eux aussi.
différent, mais ça va en chercher pareil. Fait que les motivations sont peut-être différentes, mais à cause qu'on a du monde qui ont des différentes backgrounds, même juste comme académiques, ça apporte des impros dans des places où on n'irait pas si tout le monde était en art drame. Mhm. Tu sais, on a du contenu, des connaissances qu'on peut infiltrer dans des impros qui sortent complètement de la norme si on a juste du monde en littérature, tu sais, qui font ce genre d'impro-là, que, tu sais, ah, OK, mais là, on a quelqu'un en sciences ou en génie qui a un background super différent. Comment est-ce qu'on peut faire de quoi ensemble pour que ça crée quelque chose Ouais. qui Parce vient qu'ils d'une n'ont pas le différente place? cerveau branché pareil non plus. Tu sais, là, le pratico-pratique de la personne en génie est vraiment le différent des fabulations de la personne en philosophie. Tu sais, fait que juste leur imaginaire puis leur façon de faire les choses est différent. Puis on le remarque là, dans nos joueurs. Si on prend comme un Marc Bernier, par exemple, qu'on aimerait avoir l'émission dans saison 3, Marc Bernier, qui est un ingénieur, est une machine à punch. Mhm. Il fait d'autres choses, mais il est une machine à punch. C'est comme si dans sa tête, je pense qu'il voit le schéma. Oui, Faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, puis ça va donner un résultat, puis le résultat, c'est le punch. c'est une équation. Hein. Oui, c'est ça. C'est une équation de drôle. Puis c'est super vite, là. Comme il n'y a pas besoin de faire des setups, là. Il voit les setups dans les autres. C'est comme il voit des formules mathématiques. C'est a beautiful mind, mais d'humour. Ce qu'il voit juste comme les formules au-dessus des personnes. Puis c'est comme boom, joke, boom, joke, boom, joke. Tandis que quelqu'un comme moi qui a étudié en littérature, je suis capable de faire ces choses-là. Comme, je vois pas les formules, mais je suis capable de faire du punch. Mais pour moi, c'est que je vois l'impro comme une narration qui se veut artistique. Puis je cache des choses, puis j'efface des éléments que je ne vais pas révéler parce que j'ai appris ça de Kafka. Puis tu sais, comme, tu n'as pas la même... Il y a une influence. Moi, je vois le sous-texte. Moi, je suis un gars qui lit et regarde des choses, puis je vois toujours des sous-textes puis des troisième niveaux. Donc, mon jeu doit contenir ces niveaux-là. Puis, il y a du monde qui ne pogne pas, puis il y a du monde qui trouve que c'est ça mon charme, si tu veux. Mais chaque personne amène son background et doit amener son background comme ça. La combinaison de tout ça fait une équipe qui est intéressante. Ouais, je pense que c'est essentiel. Moi, j'ai rarement eu des équipes avec beaucoup plus que 2-3 joueurs qui étaient dans le même domaine, puis je trouve que ça fait une énorme différence. On vient d'avoir une question de ta sœur, Oh! DJ Nat. DJ Nutcracker, c'est ça son nom de Twitter. Noël. Quel est le rôle du capitaine dans une équipe? C'est ça sa C'est question. ça la question. Ouais. Moi, je pense que ça dépend quelle sorte de situation que tu es. Si tu as Ouais. un entraîneur ou non, ça fait une différence. Un capitaine peut peut remplacer un petit peu l'entraîneur dans une équipe, juste que c'est nécessaire. Il peut faire sûr que les joueurs rentrent tout également le plus possible, ou pousser des joueurs qui sont un petit peu plus mal à l'aise, comme dire un petit peu plus un coup de pied pour rentrer dans les impros, puis faire ce genre de travail-là qu'un entraîneur ferait. Même que des fois, j'ai déjà vu des capitaines faire des pratiques avec son équipe, juste pour stimuler ces joueurs-là, les sortir de leur zone de confort, puis faire ça. En général, c'est sûr que le capitaine, il a le rôle de répondre, aller demander les questions, puis ça, qu'il y a un élément de spectacle important. Que nous autres, au Nouveau-Brunswick, on fait beaucoup plus que d'autres provinces. Je pense qu'on a vraiment compris que c'est un élément du spectacle, que ça fait autant partie que toutes les autres procédures. Puis ça peut être le fun. Ouais. Mais je pense que techniquement, c'est vraiment les seules choses que la personne a besoin de faire. Poser la question, aller au lancer de la rondelle. Comme si vraiment, là, tu dirais, OK, il n'y a rien là. Cette personne peut faire ça. Mais j'aime l'idée, moi, parce qu'on a parlé un peu avec Rémi Goupy quand on a parlé de leadership. On a parlé un peu avec Justin Guittard quand on parlait de relations avec le public, puis composition d'équipe, parce que lui, il est très mathématique par rapport à comment il forme une équipe. L'idée, c'est que le capitaine, j'aimais ça, là, à un moment donné, on a touché à ça, que le capitaine est l'image de ton équipe. Parce que, justement, il est l'ambassadeur. Il va aller demander la question. Fait que quand est-ce que tu vois le capitaine jouer, l'idée que ce capitaine-là est vraiment l'équipe manifeste en une personne. Donc, je reconnais Moncton, le style de Moncton est encapsulé, même s'il y a des différences dans le reste, il est encapsulé à quelque part dans l'attitude du capitaine. Donc, l'attitude du capitaine, c'est l'attitude de l'équipe. Puis il y a comme une sorte d'osmose qui se fait là. J'aime cette idée-là, moi. Oui, c'est vrai, c'est comme un genre de miroir de l'affaire. Mais souvent, ça va être la personne qui a de la seniorité, puis qui est peut-être un bon motivateur. Ben, c'est ça, j'allais dire. Moi, quand je choisis un capitaine, il y a certainement le facteur, est-ce que cette personne ici peut motiver le reste de l'équipe? Parce que c'est sûr que comme entraîneur, tu peux faire ce que tu veux, là. Tu peux aider le monde à être pumpé up, puis, ou soulager le monde quand ça n'a pas bien été, puis après, faut te réconforter un petit brin, Mais je crois que quelqu'un qui a le même âge que le reste de l'équipe peut faire un impact beaucoup plus puissant en termes de motivation. Parce que je sais pas, comme, ils peuvent aller chercher l'énergie nécessaire qui interpelle peut-être mieux les autres joueurs pour comme les booster quand on est vraiment bas énergie. Je pense qu'un capitaine qui peut reconnaître si son équipe a besoin d'un petit gain d'énergie ou est trop confiant puis il faut qu'on se balance de nouveau, comme je pense qu'un capitaine qui peut faire ça est un bon capitaine.
Voici une question difficile Oh. de Francis Thériault, là. Francis, c'est... Francis, il a pensé à ses affaires. Oui. Il demande, est-ce que le style confrontationnel, 2 équipes, 2 couleurs, des votes, est un obstacle au développement des joueurs à qui on demande de jouer en oubliant la compétition dans laquelle ils baignent? Donc, il y a un perdant, il y a un gagnant, il y a deux. Tu sais, là, il y a cette compétition-là, mais on leur demande de faire semblant que c'est pas une. Tu sais, là, de savoir que c'est pas une compétition, c'est plutôt un spectacle. Est-ce que ce style-là est vraiment un empêchement, un obstacle? Ben, je pense pas que comme la compétition est un bad rap. Je pense pas que c'est mauvais, la compétition. Non. Je pense que si la compétition affecte comment tu joues dans l'arène, dans le sens de, tu sais, si t'es en train d'empêcher l'autre équipe de contribuer, si t'es en train de crier tout le long pendant que l'autre personne parle, quand est-ce que ça nuit au fondement de l'impro soi-même, là, la compétition était pas une bonne situation. Mais la compétition comme telle est pas nécessairement une mauvaise chose. Puis il faut pas oublier aussi l'élément de compétition envers soi-même. C'est l'élément de compétition contre le public. Tu sais, comme faire réagir ce public-là, c'est quand même il y a un élément de compétition aussi. Mm-hmm. Mais si on parle spécifiquement de compétition, une équipe versus l'autre, je pense que essayer d'éliminer ça au complet est impossible. Parce qu'il y a du monde qui marche à leur meilleur quand ils filent cette pression-là supplémentaire. Je pense que la compétition, c'est ça, c'est un des paradoxes. Là. Le monde ne savent pas. Là. Vous écoutez, vous faites comme, ben oui, on l'impro, c'est un petit spectacle à joke. Là. Oui, d'une façon, mais il y a une corde raide constante à marcher ou plein de cordes raides. T'es juste un funambule sur plein de cordes. Puis une des choses qu'il faut que tu jongles, c'est ça. L'idée que c'est de toute évidence une compétition. Puis même si on dit non, c'est fake, c'est une compétition, que le public peut participer à la compétition en jugeant. Tu sais, le public peut trouver que il voit ça comme un affrontement de 2 équipes. Mais nous autres, on sait bien trop que dans le fond, tout le monde travaille ensemble, puis c'est un spectacle, puis c'est juste une illusion. Sauf que c'est pas vraiment une illusion, parce que tu vas te retrouver en tournoi, surtout en ligue, peut-être tu peux jouer ce jeu-là. Mais en tournoi, tu vas te retrouver avec des équipes que tu connais pas, puis qui ont des styles différents. Puis il y a une demi-finale, puis une finale, puis tu sais, là, je veux dire... il y a quelqu'un qui gagne à la fin. Si tu veux quand même continuer à jouer, faut que tu performes, faut que tu gagnes. Mais c'est ça, faut que tu performes. Et donc, l'idée qui est tout à l'envers, là-dedans, c'est pour gagner, faut juste que tu donnes un bon spectacle et tu seras récompensé. Donc, donne un bon spectacle et le résultat sera comme une sorte un à côté, un side effect, c'est que tu gagnes. Mais il faut que tu donnes un bon spectacle. L'erreur, c'est d'essayer de gagner. Oui, qui donne souvent un très mauvais spectacle. Oui, est-ce que tu forces la note, ou est-ce que c'est pas naturel, ou est-ce que tu as pratiqué des affaires à l'avance, je sais pas, tu sais, comme, t'essaies de comme forcer les choses, tu parles par-dessus quelqu'un d'autre, tu veux parler plus fort que l'autre juste pour que tu sois plus entendu. Il y a plein de trucs que tu peux utiliser, tu peux tricher, là. Oui, tu peux physiquement être debout devant l'autre joueur constamment, puis empêcher. Puis ça se peut qu'un arbitre te punisse, puis ça se peut que non. Puis même là, ça se peut que tu prennes les punitions juste pour gagner les gros points. Tu sais, là, une punition, ça a moins de poids qu'un point, qu'un vote. Donc, oui, tu peux faire ça. Ça peut être comme un spectacle qui laisse le monde... Tu sens que c'est aigre comme sentiment. Ben, c'est pas ça le but. Toi, tu auras plus de fun anyway si tu fais quelque chose de service. Un bon show. Si tu donnes un bon show puis tu le perds, ben, tu vas te souvenir de ça pareil comme tu as fait un bon show. Oui, t'as pas nécessairement un regard négatif sur ça. Si t'as donné un bon show et t'es fier de ton match, tu restes fier de ton match même si tu l'as perdu. Mais si t'as pas donné un bon show puis t'as gagné, là, t'as phoné ça in. Là. Tout ce que t'es fier de, c'est d'avoir gagné, pas de ton match. Non, c'est ça, puis tu peux même trouver que c'est comme le monde vient de te voir après puis dit « Ah, bravo, t'as eu une étoile, je sais pas quoi », puis tu fais comme « Oh, je méritais pas ça ». Tu sais, comme, tu vas venir qu'à trouver que t'as bien gagné, mais t'as rien fait d'intéressant. On va pas raconter ton impro après, là. Non. De ces choses-là. Donc, c'est comprendre cette chose-là. C'est precarious, là. Ah oui, c'est vraiment difficile là, pour le joueur, surtout un joueur en devenir, de comprendre que tu es dans un format de compétition, mais c'est aussi un spectacle. Mais en même temps, sens-toi motivé, compétitionne avec toi-même, puis les choses que toi, tu peux faire. Puis compétitionne parce que essaye de donner le meilleur show. Essaye pas de gagner un point. Fait que c'est une différente façon d'arriver au même résultat, mais tu sais, là, c'est pour ça, là. Faire comprendre cette chose-là, c'est ça qui est difficile et d'où. Est-ce que ça empêche le développement? Non. Je pense que les joueurs évoluent là-dedans d'une façon ou d'une autre. Ben, je pense que tous les joueurs vivent les deux côtés. Ils vivent j'ai pas assez été compétitif, puis j'ai été avalé tout rond. J'étais trop compétitif, puis ça n'a pas donné de la bonne impro. Je pense que faut qu'ils touchent aux deux côtés avant de commencer à trouver le milieu. Puis je pense que ça fait partie du développement.
comprendre la philosophie derrière l'impro en faisant ces erreurs-là pour s'ajuster après. Puis c'est sûr que plus tard, comme on n'a pas arrêté de marcher sur le fil, là. Plus tard dans la vie, si tu reviens au jeu, tu réalises que t'es trop compétitif, t'as tombé, là. OK, on rembarque sur le fil, on retrouve le ballon. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage, c'est pas quelque chose qui le nuirait. Ouais, non, ouais, je sais ce que tu veux dire. C'est comme, il y a aussi l'idée que ton développement, tu le fais pas juste sur la glace. Ah oui, T'sais, c'est sûr. Je pense que les joueurs débloquent vraiment dans des pratiques, dans des ateliers, dans des endroits qui ne sont pas compétitifs. Où on peut vraiment comme arrêter le jeu, puis là, donner un twist, puis OK, essaye de faire ça. As-tu pensé à ça? Qu'on parle des choses à mesure qu'elles se passent, les joueurs vont faire des réalisations importantes, puis c'est là qu'ils débloquent. C'est rare que tu vas débloquer sur le jeu, ça peut arriver, là. Mais normalement, tu débloquerais dans des pratiques. Mais le jeu existe aussi parce qu'il y a des gens, comme tu dis, qui sont plus compétitifs dans leur tête. Puis c'est ça qu'ils ont besoin de ça pour performer mieux. Oui. Ils ont besoin de sentir ce stress-là. Et eux autres vont débloquer sur scène. Ou en tournoi, tu sais, là, l'expérience Parce de que high pressure. les pratiques sont souvent poches. Tu sais, parce qu'ils sentent pas, ils n'ont pas le nerf. Il n'y a pas de public, il n'y a rien pour réagir. Ouais. Comme, ils ont besoin de ce high stress-là pour vraiment comme Oui, devenir ils ont besoin quelque chose. du pressure cooker. Puis même que j'ai déjà vu du monde, à cause d'être en tournoi, cette pression-là les a forcés à jouer beaucoup plus ou à performer à un niveau que peut-être qu'ils ne performaient pas avant. Parce que là, ils sont en tournoi. Là, il faut, là. Ils sont un des 6 joueurs, puis il faut qu'ils rentrent. Puis là, ça les débloque. Cette pression-là de faut que t'embarques souvent. Ça, tout d'un coup, ça les transforme comme joueurs. Ouais, que c'est pas par choix, là. Ils sont un peu en train de faire comme, non, ça me tente pas, c'est comme tout d'un coup. Comme faux, là. Faut que tu fasses des choses que tu veux pas faire. Puis c'est là, quelque part, que tu débloques. Je pense qu'il y a une question qui me résonne par rapport à ça. Ah oui? Moment d'impro préféré? Ah, c'est Yves Doucette. Ah, c'est Yves Doucette, Ben oui, excuse-moi. Moment d'impro préféré en tant que joueur-joueuse. Cette question-là. Là, évidemment, là, c'est comme biographique à nous deux, là. Mais je pense que je peux l'embarquer dans la discussion philosophique de la chose. Parce que moi, là, le moment d'impro préféré en tant que joueur-joueuse, c'est justement avoir la chienne totale. Avoir ce stress-là. Parce qu'après un bout, j'ai joué tellement longtemps, ou été officiel longtemps, que tu ne sens plus le nerf pour un match normal ou un spectacle normal. Donc, un moment donné, on a parlé dans le passé, là, où je me suis glissé à une troupe d'improvisation. Les impromptus étant une troupe. On fait un spectacle, mais il n'y a pas de compétition. Donc, une des choses qu'on fait, c'est des impro-théâtres, comme une création quelque chose qu'on avait créé pour la Ligue d'improvisation acadienne, puis qu'on l'aurait adapté. Mais on fait une pièce de théâtre, real time, très peu de préparation, mais pas de préparation de texte comme tel. Et on a fait un moment donné une pièce qui s'appelait Outre le miel, qui était un exercice postmoderne. Ça se voulait une pièce postmoderne. Ça avait été préparé par Caroline McNally, qu'on a déjà eu à l'émission. Elle avait préparé plein d'éléments qu'elle disait postmoderne. Donc, il y avait des éléments sonores, comme il y a beaucoup d'éléments de montage. Mm-hmm. Des vidéos, du son. Vidéos, images, son. Ça fait partie du postmodernisme. Puis, on a fini par faire une impro à l'image du postmodernisme, où souvent tu montes des niches, un roman postmoderne va parler de ce que c'est d'être un designer de jeux vidéo, par exemple. Des choses que le monde ne connaisse pas, mais qui évidemment existent. Donc là, nous autres, on a dit, bon, on va faire l'impro. La vie des improvisateurs, c'est exactement ça. C'est quelque chose de niche que le monde ne connaisse pas bien. On va présenter ça sur scène avec on était 3 comédiens là, dans l'histoire, 3 joueurs d'impro à travers le temps. C'est tout ce que ça allait être. On ne savait pas vraiment où qu'on s'en allait parce que c'est de l'impro, mais qu'on allait faire ça. Montrer cette niche-là. Et dans le courant de la chose, un moment donné, c'est devenu tellement absurde, les éléments de multimédia, que rentrer ces choses-là, puis je me souviens d'un moment qui était complètement symbolique, où ce qu'on est les 3, il y a comme du marmonnage, tu as la voix à Sylvain Ward en train de marmonner des mots d'une chanson de Jean Leloup. Puis là, on est obligé de jouer avec ça qui va. Fait que nous autres, on parle pas vraiment. Puis on est supposé être à un tournoi d'impro dans l'histoire, mais on peut pas. On est 3 personnes. On peut pas présenter vraiment qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est tout le temps la coulisse ou ce qui se passe dans la tête des joueurs. Puis ça, c'est vraiment un moment de tête où on est autour d'un feu, parce qu'il y a un feu dans le milieu de l'arène qu'il faut respecter. Tu sais, on n'a pas choisi les décors, là. On se fait juste donner ça, puis là, il faut que tu fites ton histoire. Et on est là en train de garrocher des choses dans le feu. En tout cas, il y a un moment dans cette affaire-là où je pensais, il n'y a personne qui comprend qu'est-ce qu'on fait. Il n'y a personne qui comprend qu'est-ce qui est ce site. Puis là, moi, c'est en train de se clarifier. C'est en train de devenir un symbole de choses qu'on est vraiment en train de faire. Fait que je suis en train d'agir en conséquence avec le symbole que j'essaie de représenter. Mais je ne sais pas si mes autres joueurs comprennent ça, font la même chose.
À la fin, oui. C'est ça, à la fin, quand on en a parlé, tout le monde avait comme une interprétation qui était connexe là, de qu'est-ce qui se passait, puis même le public, parce qu'on fait beaucoup d'interactions avec le public dans ça. Mais le moment, là, d'avoir... De même pas... Tu sais, là, j'ai jamais eu aussi peur d'être dans une impro depuis probablement mes premières. Tu sais, comme d'être là, puis un public silencieux qui essaye de comprendre ce que tu fais, puis toi qui essayes de comprendre ce que tu fais. Puis en même temps, je trouvais que le produit était riche. Il y avait quelque chose là, puis ça reste... Tout ce spectacle-là reste mon moment d'impro préféré, mais dans le milieu de ça, là, le moment où ce que, oh my God, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est comprenable, ce site? Est-ce que c'est trop codé, ce site? Ça, c'est le moment que pour moi, là, comme, je vais toujours me souvenir de tout ce spectacle-là à cause de l'impact émotionnel qu'il y avait juste dans ce un moment-là. Comme le restant, ce n'est, mais dans le milieu de tout, il y avait ce noyau-là qui était bizarre, puis absurde, puis effrayant. Puis ça, c'est mon meilleur moment d'impro. Fait que ça a rapport, tu sais là, avoir peur, puis avoir le nerf, puis le trac, ça a rapport avec pourquoi est-ce qu'on le fait, ça a rapport avec comment est-ce qu'on débloque, comment est-ce qu'on fait, comment on se pousse à faire des choses qu'on n'aurait jamais faites sans ça, parce qu'on pourrait jouer de l'impro dans notre salon, là. Puis c'est pas la même chose. Puis on peut faire des choses dans les pratiques, puis moi j'adore travailler avec les joueurs en pratique, j'adore ça, les voir, tu sais, avoir des épiphanies, là, pendant qu'on en parle, pas sur le stage, pendant qu'on en parle, mais... Il n'y a rien comme être sur un stage. Pour un joueur d'impro, je pense que c'est super important. Oui, ça, c'était une bonne réponse. Bravo. C'est une longue réponse, je m'excuse. Il nous reste le temps comme pour une, ou à moins qu'on les passe en flash. OK. On peut vite, OK. Yves Doucette dit, croyez-vous qu'une nouvelle ligue d'impro civil pourrait voir le jour dans le Grand Moncton? Oui. Oui, okay. Ça pourrait très bien. Plusieurs personnes en parlent, donc un jour ça va débloquer. Ça prend juste des organisateurs qui ont la fièvre de l'organisation. C'est ça. Ça prend de la motivation, mais ça prend de l'organisation, fait que faites ça. Un monde. Là, Francis Thériault nous pose des questions trop longues, là. Avec l'impro dans les écoles primaires et secondaires au sein des campus de l'UDM et une, je crois, ligue adulte, est-ce que l'impro a atteint son apogée ou devrait-on s'attendre à plus de ligues adultes et d'impro gravelien en anglais, etc.? Ben oui, on peut s'attendre à tout ça. Il existe de l'impro gravellienne en anglais dans certains endroits. Je sais qu'à Boston, il y a une ligue d'impro hockey là, qui ressemble au nôtre. Oui. Ah, ça c'est cool. Je sais pas si ça marche encore, mais elle existait à un moment donné. Fait qu'il y a des... je connais du monde qui en joue un peu partout. Là. Ici, en anglais, ils ont une différente culture d'impro. On verra si un jour ils se joignent à ce qu'on fait. Mais ça se pourrait. Et oui, il peut y avoir d'autres ligues civiles. Il y a des ligues. D'ailleurs, il y a une ligue civile qui se trame peut-être dans le nord-ouest tout de suite. Ooh. Il y a du monde qui en parle pour le sud-est. Donc, je pense qu'il y a un désir de jouer plus régulièrement puis de bâtir des choses. Je pense que les improvisateurs sont des créateurs de nature et je pense que ça les pousse souvent à créer des initiatives. Cette année, il y a beaucoup de gros événements d'impro dans notre région. La Coupe universitaire est à Moncton, les Jeux de la francophonie canadienne sont à Moncton et internationales s'en viennent, donc le monde y pense. Là. Et ça fait en sorte que, puis en plus que c'est au Jeu d'Acadie, de l'Acadie, il y a plein de choses comme ça qui font en sorte que ça va créer plus de joueurs, plus d'engouement pour le jeu, je pense. Parce que tu veux pas juste avoir un pool de joueurs pour faire ces choses-là, tu veux aussi un pool de public, un public intéressé à ces choses-là. Tu veux que le monde soit engagé puis vienne voir, tu veux pas faire un show pour 4 personnes. La réponse est oui. Alors viens donc voir de l'Ontario, Francis. Ben oui, viens créer des ligues ici. C'est ça, on a besoin de toi. On attend juste Francis. Élise Hamel qui demande, est-ce que les improvisateurs sont fondamentalement différents des non-improvisateurs? Je pense qu'ils deviennent avec le temps. OK. Je pense qu'au début, ils sont pas nécessairement différents, mais je crois qu'avec le temps, tu deviens une différente personne. Oui, mais est-ce qu'il y a des gens pas improvisateurs qui sont comme les improvisateurs? Oui, aussi. Oui. Moi, j'ai déjà rencontré du monde qui filait comme des improvisateurs puis ils n'avaient jamais fait de leur vie. Mais ça te donne comme un drôle de... Je dis pas que c'est positif, là. Je le sais pas, là. C'est comme... Va-t'en à un restaurant puis trouve une table vraiment tannante. Ah, c'est des improvisateurs, ça. C'est probablement des improvisateurs, tu sais, comme... Surtout si ils sont en train de créer des choses absurdes. Surtout dans un certain âge, un certain groupe d'âge. Ouais. Oui, s'il y a comme de la comédie à la table, pas s'ils sont juste tannants parce qu'ils sont tannants, là, mais s'il y a de la comédie à la table, si le monde est en train de comme jouer des personnages à la table, tu peux comme deviner que c'est probablement des improvisateurs. Oui. Moi, j'ai des souvenirs d'être assis puis Marc Bernier fait des jokes, des jeux de mots de poissons puis de crustacés pendant au moins 3 heures au restaurant, sans cesse. Sans cesse. C'était impressionnant. On était tous très impressionnés. Jesus. Oui. Oui. Mais je pense qu'aussi ça te change comme, tu sais, là, tu deviens une différente personne dans la façon que tu réagis à des situations, ta personnalité évolue. Je pense que ça t'affecte fondamentalement. Ben bravo.
Il y a juste une question qu'on n'a pas posée. Oh non! Pro Yves Doucette. Oh non, ben c'est là, je veux dire. T'en as proposé. Évidemment, en version balado-diffusion, vous n'êtes pas en train d'écouter l'émission en direct. Ce que moi et Isabelle, on a fait là, c'était quelque chose live à la radio, mais on l'a enregistré et il y a des questions on n'a pas eu le temps de se rendre. Donc, on va les faire, ou en réalité, je vais les faire maintenant. Moi et Isabelle, on n'a pas pu faire correspondre nos horaires. Donc, on va y aller très brièvement, mais il y a quand même 3-4 questions qui n'ont pas été adressées pendant le show. Fait que, regardons ça tout de suite. Alors, premièrement, notre bon ami Francis avait laissé une autre question. Et là, je vais en faire un sommaire. Il dit, quand je jouais au début des années 2000, on me parlait souvent de pratiques party du passé. Donc, des parties où on faisait de l'impro, où on pratiquait de l'impro, en même temps, c'était une atmosphère de party. Lui, il a pas connu ça. Et il se demande qu'est-ce qui se passait, comment ça marchait, de quelle manière la culture de l'impro a changé avec le temps. Je dois dire que ça, c'est le genre de choses que moi, j'ai très peu souvent vu. Je sais que ça se passe. Il y a du monde que ils sont sur une balloune puis ils décident de jouer de l'improvisation dans leur salon. Des fois en état d'ébriété, pour les plus vieux. Ça donne jamais de la bonne improvisation. C'est très rare que ça... je pense pas que ces deux choses-là mixent très bien. Ce qui veut pas dire qu'il y a pas eu des gens qui ont eu des pratiques conviviales dans des maisons, là, dans des situations plus relax et sociales, que ça n'a pas donné quelque chose. Moi, c'est pas mon genre, et c'est pas le genre à Isabelle non plus, on en avait parlé. Donc, difficile de te répondre. Je pense que ça dépend des groupes. Il y a des gens ils sont tellement friands de ça qu'ils veulent en faire tout le temps, et peut-être qu'ils se tiennent beaucoup ensemble, des équipes d'impro qui se tiennent ensemble, tandis que d'autres gens ont un cercle plus large d'amis. Puis là, tu veux pas être en train de jouer de l'impro dans le salon. C'est un peu comme la personne qui sort les tam-tams puis la guitare dans un party, puis là, tu peux plus t'entendre parler, là. Même chose, je pense que s'il y a un spectacle d'impro qui s'amorce impromptu comme ça, ça peut être tannant pour du monde. Donc, ça dépend vraiment des grandeurs de groupe, etc. Toi, tu l'as pas vécu, moi, je l'ai vécu, puis j'ai pas trouvé ça concluant. On va dire ça comme ça. Et je sais qu'il y a des gens qui l'ont vécu beaucoup plus, donc pour eux autres, ça devait être utile et productif. Une autre question qu'on n'a pas eu le temps de toucher vient d'Yves Doucette, et il demande « Votre moment le plus difficile en tant qu'arbitre ou juge? » Malheureusement, Isabelle n'est pas ici pour donner sa réponse, mais la mienne, peut-être je pourrais en donner deux, c'est-à-dire en tant qu'arbitre. En tant qu'arbitre, j'ai pas eu un moment difficile, dilemme, là, ce genre de choses-là. Je pense que j'ai vu des arbitres souffrir, j'ai vu des arbitres qui se sentaient tiraillés parce qu'ils aimaient, peut-être qu'il y avait un lien avec une telle équipe qui était obligée d'arbitrer, puis ça leur crevait le cœur d'être obligé de les punir ou de les faire perdre un match, dans le fond. Ça arrivait à des gens. Et c'est toujours beau pour moi de voir l'arbitre résoudre ce dilemme-là de la bonne façon, c'est-à-dire aller à l'encontre de son cœur, puis vraiment niveler le terrain, puis dire ok, on va faire la chose qui est juste. J'ai pas eu la peine ou la chance de faire ça. Moi, comme arbitre, peut-être que ma situation la plus difficile était physique, c'est-à-dire j'ai pogné une grippe là, avec une fièvre, tout ça, pendant une coupe universitaire à Ottawa. De sorte que moi, j'ai pas couché à l'hôtel, j'ai couché chez des amis parce que j'étais tellement malade. J'ai quand même arbitré mes matchs et on m'a donné la finale cette année-là, ce qui est assez rare là, quand un arbitre du Nouveau-Brunswick, n'importe quel arbitre qui a la chance de faire la finale, c'est rare qu'on te demande. Là, tu te fais pas demander souvent. Donc dans ce cas ici, j'étais fiévreux, mais tout d'un coup tu te focalises là, puis tu te dis ok, faut que je passe au travers de ceci. Et pendant le match ça va bien, mais immédiatement avant ou entre les périodes, tout d'un coup tu laisses. Une fois que le nerf est parti, tu commences à avoir de la difficulté. D'ailleurs, le retour à Moncton était en train et très difficile. C'était juste une sorte de dormir, une sorte de cauchemar, un délire. Tout le long, j'étais même pas sûr que j'allais me rendre à Moncton. C'était ce genre de fièvre-là, où t'hallucines. D'ailleurs, on avait arrêté à Montréal. Il y a la mère d'une des joueuses qui est venue la visiter à la gare pendant le petit break, et je me suis approché de la table et je connais cette dame-là, là, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà interagi, puis elle pensait qu'il y avait un junkie qui s'en venait pour quêter de l'argent pour de l'héroïne ou quelque chose, tellement j'étais blême et malade. Donc ça c'est probablement mon moment le plus difficile, mais c'en est un qui est physique, là, c'est presque, on en rit aujourd'hui. Comme juge, ce que je trouve particulièrement difficile, juge c'est une job haïssable en passant.
Mais quand tu le fais dans des réseaux secondaires, etc., tout le monde fait partie de la même équipe. Ça, c'est une chose. Mais il y a eu un temps à la Coupe universitaire où ils demandaient à des juges de chaque université. Donc, t'arrivais là, puis t'étais en terrain ennemi, si tu veux. C'était pas une équipe de juges, tu connaissais pas l'arbitre en chef ou l'organisateur, t'étais juste un juge. Et là, t'avais des gens qui te faisaient des reproches. Ah, toi, tu juges d'une telle façon. Quand il y a des gens qui décidaient qu'ils voulaient accuser les autres d'être injustes, ben, le juge était une des personnes que tu pouvais plus facilement accuser. Et ça m'avait arrivé, je me suis fait accuser de choses juste par... Moi, j'ai rien à me reprocher, mais c'était ce genre d'environnement-là où non seulement tu te fais accuser de quelque chose, mais moi, évidemment, j'avais pas le droit de juger ma propre équipe, là, mais en plus, j'avais mis un mur entre moi et mon équipe. Comme quoi, je m'avais pas donné le droit d'aller voir mon équipe et de les féliciter plus qu'il faut et tout ça. Et je me souviens qu'après leur premier match, je dis mon équipe parce que je participais à l'entraînement de cette équipe-là. Et une fois que t'arrives là à Sherbrooke, t'es lâche lousse. Et à la fin du premier match, il y a des joueurs qui avaient eu un bon match et qui sont venus comme pour m'embrasser. Puis j'ai mis ma main comme pour dire non, on peut pas. On avait parlé de ce site-là. On peut pas interagir parce que je ne suis pas biaisé puis j'essaie pas de vous faire gagner d'une façon ou d'une autre. Je veux pas qu'il y ait non plus même l'impression d'un conflit d'intérêts. Ce qui empêchait pas les autres juges de faire ce qu'ils voulaient. Là. Il y a des juges là-dedans qui matchaient des joueurs des autres équipes puis tout ça, puis qui les jugeaient le lendemain. Puis pour moi, il y a des choses qui étaient des brèches d'éthique horribles. Jamais je n'aurais commis une telle brèche. Mais en plus, je m'avais donné pour moi, c'était pire encore. Puis je pense que des fois, quand tu viens des régions où personne nous connaisse vraiment, tu veux faire exprès d'être encore plus strict avec toi-même pour pas qu'il y ait du chamaillage ou des accusations. Et quand même, il y a eu des sortes d'accusations. Donc ça, c'est des genres de choses que tu vis quand t'es juge puis que personne sait que t'es en train de vivre. Et ça peut arriver comme arbitre aussi. Un arbitre a un pouvoir sur un match et là, il y a des joueurs qui viennent te sauter au visage après un match comme quoi. Il y a du monde qui décide là que ils aiment pas ton style puis qu'ils veulent... En tout cas, tout ça pour dire... Ça, c'est probablement mon moment le plus difficile parce que ça te casse le cœur un peu. Là. Tu sais, t'as un lien avec des gens, mais t'as même pas le droit d'être content pour eux autres publiquement. Est-ce que je m'en mettais trop sur les épaules? Ben, peut-être, mais je pense aussi que à ce moment-là, moi, je pense que c'était nécessaire parce que même en faisant rien, il y avait quand même de la bisbille là, qui se passait en coulisses. Disons qu'on est content qu'il n'y a plus de juge à la QI depuis belle lurette parce que c'était pas le fun. Une question que ça a été vraiment plate de pas pouvoir adresser parce qu'elle a pas apparu dans notre feed de Twitter à temps. Elle a été postée pendant l'émission et on n'a pas eu elle a juste pas apparu. On l'a juste vu après. Et elle vient de Samuel Landry, qui joue dans la Licume maintenant, qui demande c'est quoi les plus gros défis, les affaires qui sont les moins bien accomplies dans les à la manière de. Bon ben, tu parles de mon expertise ici. Qu'est-ce qui est mal fait avec des à la manière de? Ben ça varie beaucoup parce que chaque à la manière de est complètement différente l'une de l'autre. D'ailleurs, c'est le charme de la manière de, ça t'aide à créer de la variété d'un match à l'autre. Tu veux pas toujours donner des chantés puis des mimés puis tout ça. La manière de te laisse donner une sorte de catégorie tout le temps changeante d'un match à l'autre. Tu peux même l'utiliser à chaque match dans le fond. Donc qu'est-ce qui va être mal utilisé? Ben, il y a deux défis. Puis l'un des défis, il vient vraiment de la part de l'arbitre. Parce que l'arbitre, s'il n'y a pas au début synthétisé la manière de l'auteur choisi. Si ça n'a pas été fait et bien rendu aux joueurs, ben là, on commence de mauvais pied de toute façon. Donc, l'arbitre lui-même doit être très clair sur les choses qu'il veut et aider les joueurs, dans le fond, à créer la manière. Donc, qu'est-ce qui va rendre cette manière-là différente de la libre? Ou d'une dramatique, ou d'une humoristique selon l'auteur. Là. L'auteur joue dans un mode de lui. Ben, qu'est-ce qui va rendre cette impro-là vraiment distinctive et que le public après peut dire « Ah oui, effectivement, ce n'est pas une libre, c'est une à la manière de cet auteur que je connais ou c'est évidemment un auteur que je ne connais pas, mais ça, c'est pas une impro normale. Là. C'est pas une impro que les joueurs auraient faite normalement. » Donc, pour l'arbitre, c'est de rendre ces instructions-là très claires et aussi différente. Là, tu joues le rôle de metteur en scène beaucoup plus dans la manière de. Tandis que pour le joueur, c'est la même chose. Cette impro-là ne peut pas ressembler à une libre, ne peut pas ressembler à juste une sorte de dramatique qui se passe en Russie ou quelque chose. Elle doit être un petit peu plus que ça. On doit sentir que la main de l'auteur. Je sais que c'est impossible pour les joueurs de lire plein roman là, avant un match, mais il y a des moyens pour le joueur de se préparer.
soit de lire des textes à propos, le Wikipédia à propos de cet auteur-là, lire quelques pages de l'auteur, juste pogner son style, juste pogner la façon dont il parle. Donc souvent, vraiment, c'est quand ce que, même si on se prépare, même si l'arbitre s'est bien préparé, a bien préparé les joueurs, et que là, les joueurs se sont eux autres aussi préparés et ont une compréhension de qu'est-ce que l'arbitre cherche, là, le dernier défi, je pense que c'est vraiment avoir la plume là, de l'auteur. Parce que notre parler n'est évidemment pas pareil comme un auteur il y a des auteurs là, que le texte est d'un haut niveau. Alors, comment est-ce qu'on parle à ce niveau linguistique-là, en improvisant en plus, c'est difficile. Je me souviens quand moi j'étais au secondaire, une à la manière 2 sur 3 était à la manière des Fables de La Fontaine. Ben, les Fables de La Fontaine là, sont écrits en vers, puis fait qu'il n'y a jamais aucune fable improvisée qui était dans le bon nombre de pieds, puis qui rimait totalement, puis c'était très difficile d'accomplir ça. Mais même si tu essayes de faire, je sais pas moi, Flaubert ou Sophocle, ou tu sais là, je nomme des auteurs comme ça, c'est difficile pour les joueurs de juste prendre un ton de voix, puis là de parler dans un français, tu sais, qui serait acceptable comme venant de l'auteur ou d'une traduction de cet auteur-là. Donc, toute notre chiac, tous nos régionalismes, toutes nos façons de parler familière, chercher pour un mot parce qu'on trouve pas le bon mot, tu sais, la pauvreté de notre vocabulaire des fois, tout ça rentre en jeu pour briser la manière de. Tout ça fait en sorte que la manière de est pas, c'est presque ça, mais tu sais, on dirait que non. Donc, et ça c'est pas vrai dans tous les cas. Évidemment, on utilise des auteurs d'ici, des auteurs qui ont un texte qui est plus familier. Ça arrive aussi. Puis l'arbitre se doit de donner ces différentes options-là d'une fois à l'autre. Que c'est pas toujours là, oh non, faut que je fasse du naturalisme du 19e siècle. Là. Ça peut pas toujours être ça. On se doit une variété ici. Mais je pense que c'est probablement la chose qui est la plus difficile pour les joueurs, c'est de tout d'un coup utiliser un niveau de langue auquel ils sont pas habitués. Et s'ils l'utilisent pas, on dirait que la manière est mal rendue. On dirait que l'auteur est pas inclus dans l'écriture du texte de l'impro, ce qui brise cette illusion-là. En tout cas, j'espère que ça répond à ta question. Et une autre de Sam Landry. Quelle catégorie qui ne fait pas partie du répertoire d'impro NB est la plus difficile à bien accomplir? Ben, difficile à dire parce que il y en a des millions de celles-là. Différentes ligues, il y a des gens qui font juste quelque chose d'expérimental de temps en temps. À l'ICUM, j'aime utiliser catégorie feu, surveiller le blog d'impro NB pour savoir qu'est-ce que ça représente. Les plus difficiles à accomplir, dans le fond, sont celles-là que t'as jamais vues. T'arrives dans un tournoi ailleurs, ils utilisent une catégorie qui est peut-être très structurelle, c'est les genres de choses qu'on n'aime pas incorporer ici pour toutes sortes de raisons, mais justement, quand ce que t'es en train de jouer ailleurs, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, ces affaires-là, t'as aucune idée comment ça marche. Tu sais, ça prend trop d'explications, en d'autres mots, puis même avec une explication, parce que t'en as jamais vu, ben c'est difficile à reproduire. Donc, c'est un stress qui est pas nécessaire pour un résultat qui est pas... c'est un genre de jeu de Whose Line Is It, souvent que faut au moins que les joueurs l'essayent une couple de fois pour rendre la marchandise. Ça serait ça ma réponse. Enfin, c'est pas une question, c'est plutôt un commentaire de Isabelle Godin, qui, pendant l'émission, ou à la fin de l'émission, nous a lancé ceci, a dit « La chanson thème de catégorie libre est ouais plus intense que les courts extraits de la version podcast nous laisseraient croire. » C'est vrai parce que je l'ai pas parti au bon moment pendant l'émission, donc il y avait comme des bouts de tunes qu'on n'entend jamais. Alors, pour Isabelle, ce qu'on fera à la toute fin, là, je vais retourner à l'émission déjà en cours, si on veut. On va retourner voir Isabelle pour dire nos adieux. Mais je vais faire jouer la chanson thème au complet à la fin. Comme ça, vous pourrez entendre tout ce qui se passe dans le morceau de musique. À tout de suite! Mais tout le temps de vous dire que nous autres, de retour en janvier avec une autre série de vedettes de l'improvisation au Nouveau-Brunswick, dont Régent Laplanche, Frédéric Mallet, Anne-Marie Bernier, Martin Légère et Guyane Pelletier. C'est notre prochain bloc d'entrevue. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et ImprovisationNB sur Facebook. Puis on a Instagram. Aussi. Hey, j'imagine c'est fun. qu'il y a quelque chose là. Il y a des photos. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, iTunes ou YouTube. Merci Isabelle. Ben, merci Michel. Et bon temps des fêtes tout le monde. Joyeuses fêtes.
Non, c'est pas ça que je veux payer. Pourquoi je paye tout le temps sur le mauvais piton? Ah, Oh, ça doit être parce que t'es un improvisateur. je suis pourri sur les pitons aujourd'hui. Ça aide quand on préenregistre nous autres.